Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trait pour Trait, le podcast BD qui passe aussi à la télé sur Watch. Alors on retrouve Jean-Pierre Nakache, à Bulle en tête chez nos amis du réseau Canal BD. Bonjour. Bonjour Christophe, ravi de vous retrouver dans les Batignolles encore cette semaine. Mais c'est un plaisir. Laurent, de nouveaux invités. Oui, bonjour, de nouveaux invités. Tiens, on va dire aujourd'hui éclectisme, c'est le mot, éclectisme. Éclectisme par notre premier invité que je n'ose pas présenter, tellement il a fait énormément d'ouvrages, qu'il est dans le métier depuis longtemps, qu'il est admiré, qu'il est adulé. C'est le scénariste Monsieur Rodolphe. Bonjour. Bonjour. Et alors il vient évidemment, éclectisme, pourquoi ? Il vient nous présenter 4 albums qui sont sortis depuis le mois de janvier. On commence par, on va dire, les plus connus qui sont Amazonie, donc la suite de la série avec Léo comme scénariste et Bertrand Marchal comme dessinateur. Suit toujours dans la science-fiction Terre avec Dubois chez Daniel Maguen, mais peut-être un petit peu moins connu, mais tout aussi intéressant, de la jeunesse, comme Rodolphe adore faire de la jeunesse avec cette série Le Petit Bois qu'il fait avec Le Sourd du prénom. Patrice Le Sourd, non, pas pardon. Chez Clair de Lune. Chez Clair de Lune, voilà. Clair de Lune qui par ailleurs fait le donjon de Nullbuck, mais qui donc se lance dans la bande dessinée jeunesse, et on aura l'occasion d'en discuter un petit peu parce que c'est tout à fait charmant. Et tout à fait charmant aussi, Corvette 57 fait avec un vieux complice, Rodolphe. Oui, tout à fait. Georges, ça fait une petite quinzaine d'années qu'on œuvre ensemble dans des domaines très différents, touchant souvent la musique, le rock, le blues, et des styles graphiques également qui se complètent. C'est-à-dire que tu es à l'origine l'assistant de François Valteri, et il a travaillé beaucoup pour notamment Tintin. Il publiait dans le journal de Tintin, ce qui aujourd'hui fait rêver beaucoup de débutants. Et il a donc cette capacité de travailler sur un style ligne claire, héritant en ça de Valteri, Tillieux, etc., et sur un style plus personnel, plus jeté, avec des lavis, qui permet de réaliser des romans graphiques. On en a fait 2 chez Vent l'Ouest il y a quelques années. Voilà, on sent que c'est réel. Alors vous me disiez, pour compléter cette présentation, que le titre donc est édité dans la collection Calandre des éditions Paquet, qui au départ était vraiment une édition pour collectionneurs, et qui s'est un petit peu ouverte. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, la collection, pas au départ, elle est toujours très centrée. Calandre, évidemment, Calandre, c'est le nez, c'est la grille de la voiture. Donc, c'est une collection centrée sur la voiture, les voitures de collection, l'amour de la voiture. Et ce qu'on a décidé, avec l'accord évidemment de Pierre Paquet, c'est de s'ouvrir un petit peu plus, de quitter un petit peu le domaine privilégié de la voiture, quitter la calandre pour tourner autour de la voiture. Et donc faire surgir une intrigue, des personnages, une action, une vie qui utilise l'idée de la voiture, le charme de la voiture, les capacités de la voiture, mais qui va au-delà, comme c'était le cas pour par exemple les séries de Tillieux, de Franquin, qui étaient pleines de voitures, mais il n'y avait pas que la voiture. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et ce titre Corvette 57, qui fait référence à un modèle mythique, est une histoire également, une histoire d'extraterrestres, point d'interrogation. Oui, extraterrestre ou pas extraterrestre. Et puis également une belle rencontre amoureuse. Il y a quand même des secours volantes. On les voit sur la couverture. Tout à fait. Mais il faut. Et une rencontre amoureuse de notre personnage, voilà. D'accord. Alors, éclectisme, je disais aussi dans le choix de nos invités, puisque nous avons aussi le plaisir de recevoir Éric Derian, qui est aussi un vieux de la vieille, il faut le dire, qui a commis dans les années 90 une série humoristique qui s'appelait Hermine. Il avait dessiné ça, et qui a un petit peu abandonné la BD, moyennement. Disons, c'est un des premiers à avoir fait un blog, le blog de Franquin. C'est un des premiers à avoir été sur le numérique, oui ou non ? Oui, pas tout à fait dans cet ordre-là. Le blog de Franquin, c'est plutôt la fin de ma période numérique, mais effectivement, j'ai tenu un blog personnel pendant près d'une dizaine d'années. À un moment où c'était pas la mode. On commençait. Je fais pas partie de la toute première vague, mais on va parler de la seconde. Oui. Alors Eric est directeur de l'école Brassard d'Héricourt, qui forme donc des jeunes dessinateurs. On en parlera un petit peu plus longuement.
Et donc il revient comme scénariste à la bande dessinée avec Les jours qui restent, donc bande dessinée qui est dessinée par Magali Fournier. Foutrier, Magali Foutrier. Et ben alors ça fait quoi de revenir quand même avec des objets comme ça qui s'appellent des livres? Ça fait du bien déjà. Et bon, je reviens pas tout à fait. Il n'y a pas eu de pause en fait. C'est un projet au long cours en fait, les jours qui restent. C'est un projet qu'on a attaqué avec Magali il y a bientôt 7 ans. Ah oui. À une époque où je n'avais pas encore d'autres responsabilités que celle d'individu auteur de bande dessinée. Magali, elle aussi, travaille beaucoup dans l'univers de l'illustration, de la publicité, de la communication pour des marques de luxe et pour plusieurs agences. Donc on a eu un départ de travail assez lent sur le truc. On s'est mis à travailler avec ses premières contraintes. Et puis j'ai été appelé ailleurs. J'ai effectivement pris en 2014 la direction de l'académie à sa création, l'Académie Brassard-Delcourt. Et tout ça prend du temps. En tout cas, si on veut bien faire son travail. Et de fait, on a mis autant de temps pour le faire. Donc il y a eu un petit peu plus de 6 ans et demi entre le départ du projet. On avait signé le contrat très vite et sa parution. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même quelques années pendant lesquelles vous n'avez rien publié. Je n'ai rien publié, mais j'ai fait de la bande dessinée tout le temps. Bien sûr. Non, mais... Bon, voilà, c'est Magali Foutrier, il faut bien, parce que j'ai l'habitude d'écorcher les noms. Tout à fait. Alors... C'est ça aussi, trait pour trait. Je n'ai pas voulu te reprendre. Eric, dans cette école, combien d'étudiants sont présents ? Là, actuellement, on travaille avec 50 étudiants cette année. D'accord. Et c'est une école sur 3 ans, c'est ça ? C'est un cycle de 3 ans. Oui. Et combien d'enseignants interviennent ? Comment se constitue l'équipe pédagogique ? L'équipe pédagogique doit avoir à peu près, on doit être 12 ou 13 à intervenir régulièrement chaque année, soit sur toute l'année, soit sur des sessions plus courtes et plus spécialisées. Et puis, beaucoup d'intervenants extérieurs, professionnels de tout poil, auteurs, éditeurs, et puis des gens aussi de l'autre sphère, parce que apprendre à faire de la bande dessinée, s'il s'agissait que de faire des pages de BD dessinées, ce serait tellement plus simple. Mais il y a aussi un métier à apprendre et des notions à comprendre pour pouvoir engager ce projet comme une carrière. Alors les étudiants sont plutôt des jeunes diplômés, non diplômés ? Comment se passe le recrutement ? En majorité, oui, ce sont plutôt des jeunes. Le recrutement se passe assez simplement sur présentation de dossiers classiques, lettres de candidature, etc., qui motivent généralement un entretien. Et c'est au bout de l'entretien où on décide ensemble si on a vraiment un travail à faire ensemble sur 3 ans ou pas. Ça arrive aussi. Alors, obligatoirement, vous avez des étudiants qui sont motivés pour faire de la bande dessinée ? Globalement, oui. Après, ça reste l'univers étudiant. C'est un univers un peu particulier avec des jeunes, quand ils le sont encore, bien de leur génération. Donc, il y a un travail à faire, il y a une méthode à apprendre, il y a un métier, ou du moins une idée de métier à éprouver. C'est pas forcément simple pour tout le monde. Non, mais ça a l'air de plutôt bien marcher plutôt bien marcher, vous allez me dire, mais on a eu un communiqué de presse des éditions Delcourt il y a quelques mois qui disait que donc sur la génération là qui terminait, en fait, ils allaient signer 3 ou 4 contrats, je crois, c'était déjà fait. Encore heureux qu'on a quand même nos petites réussites. Oui, bien sûr. Oui, non, bien entendu. Ça fait donc l'école est très jeune, elle a ouvert en 2014, un cycle de 3 ans. Pour l'instant, on n'a que 2 promotions, qui sont sorties. La première était plutôt ténue, c'était une première année. La seconde plus fournie. On a quand même, pour l'instant, on a un chouette tableau. On a effectivement en ce moment 3 projets d'albums signés en développement. Lucie Kemener qui travaille sur un projet pour les éditions Delcourt avec Alix de Sanderval comme éditrice. On retrouve aussi Tristan Filaire qui lui a été détourné de son projet professionnel, enfin en tout cas son projet personnel, vers un autre projet par Jean-David Morvan qui s'est signé dans la collection Seuil Delcourt, et un 3e projet avec Julien Langlais qui lui se fait avec Jean Vaquet chez
aux éditions Soleil. Donc ce sont 3 projets qui sortiront en 2020, qui vont être très chouettes. On est très contents. Il y a plein d'autres projets qui actuellement sont sur différentes tables chez différents éditeurs et quelques-uns, une petite poignée, à mon avis 4 ou 5 qui aboutiront avant la fin de l'année. Là. Ah oui. Ouais, donc c'est intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion d'en avoir certains en stage en librairie, parce que c'est un des points de passage obligés de leur formation que de venir à un moment découvrir le monde de la librairie. Et je vous confirme effectivement des personnalités extrêmement variées. Ah ça oui. Des jeunes auteurs, Rodolphe, vous avez des jeunes dessinateurs. Vous avez souvent travaillé avec des gens qui n'avaient pas d'album du tout ? Oui, c'est arrivé. Bon, Ah, voilà, c'est bon, c'est réglé. J'ai libéré le micro. Oui, moi, j'adore travailler avec des gens qui sont un peu nouveaux venus dans le métier, parce qu'on on peut assister à des découvertes, à des révélations, à des gens qui... Et puis chez des gens qui, d'ailleurs, ont déjà un parcours, sont déjà confirmés, il y a des étapes. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant que j'ai remarqué régulièrement. Quelqu'un comme Christophe Dubois travaillait auparavant pour le Lombard. Il a fait deux cycles au Lombard qui étaient bien. Il avait notamment fait la balade de Magdalena de mémoire. Absolument. Qui était très bon. Oui, j'avais découvert des planches de cette série dans les tiroirs de Daniel Maguen, cavaliériste et éditeur. Éditeur de Leclerc. Et ce que je voulais dire, c'est que le travail que Christophe Dubois réalisait pour le Lombard était très bien même, mais passant chez Maguen sur ce format, je dirais pas que le fait de travailler ensemble, mais si d'une certaine manière, c'est-à-dire de changer de compère, de changer d'atmosphère, de changer de... Eh ben, il y a une espèce d'étape nouvel étage à la fusée qui se met en place, et c'est comme quand les enfants grandissent, ils ne grandissent jamais de façon linéaire, il y a des étapes successives. Le gamin qui était un petit schtroumpf va devenir un poireau l'année suivante. C'est comme ça que les choses se font. Et ben, au niveau de la création, au niveau des capacités des dessinateurs, sans doute des scénaristes aussi, on fonctionne par étapes. Il y a des rencontres qui font que on passe à un registre, un savoir-faire qui s'est démultiplié. Et il me semble avoir lu que vous êtes passé par l'enseignement aussi, en tant que professeur de lettres. Oui, mais ça c'est dans une vie Est-ce antérieure. que ça joue encore? Il y a des choses qui interviennent par rapport avec des jeunes dessinateurs ou pas du tout? Absolument pas, j'ai aucune fonction d'enseignant. Non, c'était une question. Non, ce ne sont pas de bons souvenirs, ce sont des erreurs de parcours. J'ai donné des cours également de bande dessinée, ce ne sont pas également de bons souvenirs. Je ne suis pas sensible à l'enseignement, je n'aime pas trop l'enseignement. Je ne dirais pas que je n'aime pas trop les enseignants, ce serait méchant. Mais je suis dans une famille d'enseignants depuis 4 générations. Voilà, d'accord, je comprends. Revenons sur Terre alors. Hein. Revenons sur Terre, puisqu'on parlait donc du dessinateur, de Dubois. Donc ce tome 3 clôt le premier cycle. C'est une série de science-fiction humaniste autour de l'identité, du thème de l'identité, avec des ressorts qui sont des ressorts d'aventure, mais une volonté vraiment d'aller au profond de la quête personnelle. Oui, moi je n'aime pas trop le terme de science-fiction parce que la science ne m'intéresse pas. J'utilise davantage le terme de spéculative fiction. Bon, on met en place, on définit, on invente un univers situé dans le futur, situé dans un espace non précisé, en tout cas en début d'histoire. Et effectivement, ce qui pour moi est fondamental, c'est le mouvement des hommes, ou des femmes d'ailleurs, mais je disais hommes dans le sens générique, les sentiments qui peuvent les unir ou les désunir, les angoisses, les peurs, ce que peut représenter l'amitié, l'amour, etc. Moi, c'est cette fragilité des personnages qui, pour moi, est fondamentale. Alors, effectivement, le lien qui fonctionne le long de ces 3 albums, c'est une quête d'identité, à savoir que le personnage principal, Mandor, arrive
est découvert plutôt amnésique, nu. Enfin, ça, c'est pas trop grave, on pourra lui trouver un pagne, mais sans langage et sans mémoire. Et donc, à partir de là, il reste à savoir qui est-il, que faisait-il là, a-t-il un rôle à jouer? Et si rôle il y a, quel est ce rôle? Voilà, donc c'est l'une des interrogations sur qui suis-je, d'où je viens et dans quelle étagère, comme disait quelqu'un. Oui, ça reste fondamental. Mais alors il reste, là on est dans le 3e tome, donc les intrigues se dénouent. Une question aussi dont on a la réponse à la fin, c'est parce qu'ils sont sur un vaisseau qui s'appelle Jupiter, dans un vaisseau, pardon, si c'était dessus, ce serait embêtant, et on ne sait pas où il va. Si, il y en a qui étaient dessus d'ailleurs. Il y avait les deux. Et oui, mais là, je veux dire que ce serait peut-être gâcher le plaisir du lecteur. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une des intrigues, c'est justement la destination de ce vaisseau. Donc on est en plein inconnu, et donc ce personnage principal est considéré à un moment donc comme une espèce de prophète. En fait, c'est lui qui guide les autres. Tout à fait. Si on avait les trois tomes les uns à côté des autres, le premier c'est j'ai plus les titres en tête. C'est comme disait Boris Vian, c'est plus un cerveau, c'est on les affichera. Comme de la sauce blanche. Voilà. Non, il y a le premier est sur le surgissement de ce personnage qui est perdu. Le second, c'est s'appelle le guide. C'est ou le prophète, je sais plus. C'est la fonction qui visiblement est la sienne. Il a un rôle à jouer. Donc on assimile ça un petit peu au prophète des religions. Et son rôle, c'est de faire transiter une population d'un lieu à un autre par rapport à des événements que je ne préciserai pas. Et le dernier, qui s'appelle l'imposteur, c'est la nature même de ce personnage, de ce Mandor, qui est remise en question. Et il va avoir enfin la réponse à la question qui le taraude depuis le début: qui suis-je? Voilà. Donc, sur le 2, on a compris quelle était sa fonction, quel était son rôle. Et là, c'est plus profond, c'est sa nature. Voilà. Alors, quand on dit fin de cycle 1, ça veut dire qu'il y aura un cycle 2. Oui, effectivement. Voilà, bravo. Effectivement, on s'est laissé prendre. Non, c'était pas évident au départ. Non, mais au départ, ça n'était pas prévu non plus. Effectivement, il ne faut pas nier les choses. La réussite de la série. Oui, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et puis, il y a la façon dont ça fonctionne également entre Christophe Dubois et moi. En quelques mois, en quelques années, on est devenus amis, on se retrouve l'été, on fait de la musique ensemble, etc. Bon, et puis, le dernier point, c'est l'amour qu'on a pour nos personnages. C'est-à-dire que l'univers qu'on a campé, on n'a pas envie de le casser, de l'abandonner et de laisser les personnages partir au loin. Voilà, on a créé une proximité vis-à-vis d'eux et on s'y est attaché comme on s'attache à des proches, à des amis. Alors Eric, vous c'est pareil, parce que faire quelque chose pendant 6 ans, il vaut mieux s'apprécier. Oui, effectivement. Enfin, je rebondis sur ce que disait Rodolphe. Effectivement, l'attachement, quand on écrit en particulier, mais aussi quand on les dessine, l'attachement au personnage est quelque chose qui se révèle très fort, d'autant plus on passe de temps avec eux. Et on en discutait récemment avec Magali du fait que il a toujours été question que cet album soit un one-shot, et la fin se termine n'appelant absolument aucune suite, et il n'y a pas de suite à donner. Et il y a un boulot de deuil qui se fait lorsqu'on pose les persos après avoir passé autant de temps avec eux. C'est quand même assez particulier. Alors là, les personnages sont très attachants en plus. Il y a aussi leur histoire personnelle. On a essayé. Oui, c'est vrai qu'on imaginerait difficilement une fin, puisque tout le récit n'est pas basé sur les personnages, mais sur leur maladie en réalité. Ouais, alors c'est ce qui ressort beaucoup de la lecture. C'est vrai que depuis le départ, l'idée même de maladie est un concept qui a été posé dans le récit. Elle est même d'ailleurs, elle a même été l'initiatrice du récit en quelque sorte. Mais c'est effectivement le 4e personnage au-delà des 3 personnages principaux, Charlotte, Catherine et Daniel. Mais en fait c'est le lien qui les unit quand même. C'est le lien qui les unit, mais en fait... Sinon, ce sont des portraits croisés, quelque part. De façon plus générale, moi, je suis parti d'un constat assez simple, qui est effectivement un contrat que nous avons tous les uns, que chacun a, qui est qu'on n'a qu'une seule vie.
avant tout. Et mon idée, mon but dans ce récit, c'était de faire, quand il y a quelque chose qui décroche dans cette histoire-là, c'est dans notre propre vie, c'est qu'est-ce qu'on fait après. C'est ça le concept des jours qui restent, en fait. C'est maintenant qu'il s'est passé quelque chose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à vivre comme avant et on s'en fout, ou est-ce que je trouve une autre façon, est-ce que je transforme ma vie de façon à la vivre mieux? Là, en l'occurrence, le dénominateur commun entre ces personnages-là, il fallait que je trouve quelque chose qui soit aussi sensible pour l'ensemble des personnes, qui soit plutôt fédérateur, quel que soit le sujet que je trouvais. Là, en l'occurrence, ça aurait pu être, on aurait pu parler de séparation, par exemple, mais ça aurait été clivant. Tout le monde ne vit pas la séparation de la même manière. Et au-delà, généralement, ça dépend de quel côté on est de la séparation, mais généralement, il y en a un des deux qui continue à vivre exactement pareil. Là, le but du jeu, justement, c'était de trouver quelque chose qui pouvait permettre de parler de tout ça sous un nouvel angle. Donc, la maladie a été le dénominateur commun. Ce sont 3 personnes qui sont toutes les 3 atteintes de la même maladie, qui est une maladie orpheline, et qui, du coup, touchent de très près leur propre mortalité, et savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait de... 3 personnes d'âges différents, de contextes sociaux différents. Voilà, c'est assez large en réalité comme panel. Hein. Oui, il s'agit d'une très jeune femme qui est à l'époque où commence le récit, qui est en études d'art aux Beaux-Arts d'une très grande ville, capitale d'un pays comme la France. C'est rigolo, j'ai lu une critique où les gens disaient « Oh, mais la ville n'est jamais citée ». On voit quand même Montmartre, on voit la Tour Eiffel, on voit... Bon. C'est quand même... faut essayer de suivre un peu. Un homme d'âge mûr, là pour le coup, Daniel, qui lui a dépassé la cinquantaine et qui est lui malade depuis très très longtemps, sachant que Charlotte, on commence le récit au moment où Charlotte apprend qu'elle est malade. Et puis une femme d'une quarantaine d'années qui, elle, a très peu accordé jusque-là d'attention à sa condition, puisqu'elle s'occupait de sa mère. Elle s'occupait de sa mère, et on attaque le récit au moment où sa maman vient de décéder, vient de partir. Voilà. Donc on retrouve ces 3 personnages en fait. C'est pas très chouette comme pitch. Non, mais justement, j'étais en train de dire justement, ce que je voulais dire, c'est que c'est jamais larmoyant, c'est jamais misérabiliste. Il y a des difficultés, il y a des conflits même, mais en même temps, effectivement, il y a à chaque fois une recherche d'un autre monde, on va dire meilleur, quoi. De toute façon, le but du jeu, c'était d'écrire une comédie. Alors, il y a toujours une période. Alors, en fait, comme c'est cyclique, on peut dire quand même qu'au début, quand les gens, enfin, notamment la jeune fille, découvre sa maladie, effectivement, elle est plus qu'en dessous, quoi. Elle était effondrée. Elle était effondrée. Elle a 23 ans. Elle apprend qu'elle sera malade toute sa vie. Elle n'a plus aucune idée de combien de temps durera sa vie. C'est un sacré truc à avaler, oui. Et donc, comme le personnage de Daniel est aussi dans un état difficile, douloureux. Le personnage de Daniel, c'est un personnage qui a posé sa vie en pause, qui a mis sa vie en pause à peu près de la même longueur que l'âge même de Charlotte, qui a choisi l'ostracisme et il s'est mis un petit peu en marge de la société. Il a inventé sa propre vie en ermite sociable, mais ermite quand même. Et effectivement, il arrive à une période de sa vie où tout ça lui paraît bien vain et un petit peu creux. Oui, mais c'est pour ça qu'on est enfin moi je trouve ça très très bien, parce qu'on analyse la maladie. Effectivement, ça crée du désespoir. Et qu'on sait que c'est l'espérance qui va après conduire à la renaissance. Et c'est ça qui est important, c'est plus la renaissance que d'apprendre à vivre avec la maladie en réalité. Ah, totalement, bien sûr. Les 3 personnages doivent trouver un nouveau propos. Catherine à travers la découverte de sa féminité, Charlotte à travers ce qu'elle sait faire, ou plutôt faire le tri dans ce qu'elle veut réellement faire, et Daniel dans une réouverture à l'humain dont il s'était blindé depuis plus d'une vingtaine d'années. L'humanisme... Et à chaque fois, les personnages secondaires sont importants. Ils sont là pour soutenir, pour aider. Oui, effectivement, il y a une galerie assez importante de personnages secondaires qui sont en fait le vrai lien entre ces 3 personnages qui mettent vraiment beaucoup de temps à se rencontrer dans l'album. C'est un côté, c'est un peu le fil rouge. L'album se passe sur une année à peu près. Il se passe 1 an et il est sous-découpé. Il y a un premier chapitre qui est plus important que les autres, et ce premier chapitre ne
concerne qu'une seule journée. Démarre au petit matin et se termine dans la nuit, et c'est une journée dans la vie de ces 3 personnes qui sont globalement au même endroit et qui ne se croisent jamais. Oui. L'humanisme, Rodolphe, c'est un peu aussi une carte de visite chez vous. Vous faites beaucoup de récits avec l'aventure, mais toujours très très humain. Je pense notamment au début avec Léo sur Trent, où on était dans un récit là dans le Canada, dans le Grand Nord, et où on parlait de cet homme de manière profonde. Et finalement là, quand on voit sur Amazonie, on parle derrière le récit extraterrestre et le bestiaire, enfin tel que vous aimez les développer avec Léo, il y a beaucoup d'humains. Oui, effectivement, moi c'est la partie qui m'intéresse le plus. J'allais dire dans la fiction, mais même dans la vie, quoi. Et je n'ai pas un grand amour pour une certaine bande dessinée ou un certain cinéma. Je pense notamment à nos amis américains qui privilégient toujours ce qui est action, cascade, effets spéciaux et compagnie, domaine qui personnellement m'emmerde. Voilà. Très bien, c'est dit. Je suis beaucoup plus sensible. Dire des gros mots de temps en temps, ça fait du bien. On peut tout faire. Non. Moi, je suis beaucoup plus sensible à l'aspect humain, l'angoisse des personnages et des hommes, ce qui les unit, ce qui les divise, ce qui les fait avancer, ce qu'est une vie, ce que point d'interrogation peut être après la vie. Enfin, c'est ça pour moi les choses importantes. Bon, il est vrai que dans un cycle comme celui d'Amazonie, qui est le 3e cycle des aventures de Cathy Austin après Kenya et Namibia, c'est un travail que nous faisons au niveau scénario à 4 mains avec mon ami Léo. Et là, il faut qu'on détermine, on crée un dénominateur commun qui est notre goût de l'aventure, du fantastique, d'une certaine science-fiction. Bon. Donc il y a le ressort de ces séries-là, ça reste quand même une forme de grande aventure avec matinée de science-fiction et de fantastique. Mais c'est vrai que quand je peux, je m'amuse à développer des caractères, par exemple ces deux vieux Britanniques fanatiques de Bram Stoker, du mythe de Dracula, qui sont ces deux vieux universitaires homosexuels qui s'adorent l'un à l'autre. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu dans une bande dessinée d'aventure il y a 20 ans, quoi. Voilà. Donc moi, c'est ça qui me plaît, c'est casser un petit peu les codes à ce moment-là pour arriver sur des situations où définir des caractères, des silhouettes qui sortent un petit peu des sentiers battus. Ah oui, non, mais on le remarque. Et alors, qu'est-ce qui vous donne envie de faire de la jeunesse, alors ? C'est toujours ce même système de... Le souvenir de ma propre jeunesse. Oui, non, parce qu'on a là tous les genres, quoi. Oui. Enfin, écoutez, moi, en tout cas, je vous conseille donc... Alors, le petit bois, ça, c'est le tome 1 pour découvrir. Voilà, et le tome 2 vient de sortir. Le tome 2 est sorti en janvier, voilà. Jean-Pierre, un livre, rapidement ? Oui, et alors toujours chez Daniel Maguen et toujours dans la science-fiction, après le gros coup de cœur que j'avais eu sur Terre... donc toujours chez Daniel Maguen et toujours la science-fiction, On Mars, le numéro 2. C'est scénarisé par Sylvain Runberg et dessiné par Grun. Extraordinaire dessin en couleur directe de Grun. Donc on est sur la planète Mars avec une exploitation à outrance des ressources minières de cette planète. Vraiment et une édition. Voilà, et une édition spéciale faite par Bull-A-Tête parce qu'on a tellement aimé qu'on a vraiment souhaité vous l'apporter autrement. Donc 300 exemplaires avec un cahier graphique supplémentaire. Un ex-libris signé, numéroté par les auteurs. À ce sujet que à la fois les planches originales de On Mars que vous venez de présenter et de Terre vont être présentées chez Daniel Maguen à la galerie jusqu'au 6 avril. Non, je me suis trompé. Non. En finale, ce seront uniquement les planches de Terre qui seront présentées. Moi, j'avais une mauvaise... Pour des raisons d'organisation, il a été plus simple pour Daniel Maguen de déplacer pour une date qui n'est pas encore précisée, mais il y aura une exposition concernant On Mars dans les mois ou les trimestres qui viendront. Il y a l'exposition Terre qui est en cours et qui va jusqu'au 6 avril. D'accord. Alors l'émission... Je termine juste quand même en soulignant l'extraordinaire travail de réédition qui est fait par Moebius Productions, qui après avoir réédité Les Carnets du Major et La Faune et la Flore de Mars, sort cette semaine 40 jours dans le désert. C'est vraiment un incontournable. Bien sûr, ceux qui l'auraient raté il y a quelques années, précipitez-vous. J'ai quelque chose à dire quand même. Je voudrais faire un petit bonjour à Monsieur Kubler, Michel Kubler, qui dirige l'école Brassard, qui est un vieil ami avec qui j'ai fait mes études.
mail. Oh, alors Je transmettrai. Merci. Eric, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un plaisir, Rodolphe. Rodolphe, Pareil, merci. vous Merci, pouvez Eric. revenir quand vous voulez. Nous, on se retrouve la semaine Bien prochaine, sûr. Laurent. Jean-Pierre, merci pour À bientôt, l'accueil, c'est Jean-Pierre. toujours Merci. un plaisir. Toujours avec le plaisir. Vous pouvez vous abonner au podcast, Apple Podcast, Google Podcast, la chaîne YouTube, on a besoin de vous. Nous retrouver sur Watch, sur BD Zoom, sur le site de Bulle en Tête et puis avec nos amis de Canal BD. Allez, à Tout est dit. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.